traversée de Narbonne par la 113 est toujours très difficile. Même chose au péage de l'autoroute A9 avec un bouchon avant et après pour ceux qui vont dans le sens de l'Espagne. Bouchon de 15 km qui se poursuit sur la nationale 9 jusqu'à Sigean, soit 14 km. Au total, une trentaine de kilomètres de bouchon de Narbonne à Sigean. Ensuite, le bouchon du Pertus qui commence avant Massabol fait toujours 26 km et avec le temps chaud et orageux pour les automobilistes qui sont en dessous, au milieu des vignes du Roussillon, ils doivent penser bien sûr à d'autres bouchons. Ainsi que dans les Charentes, les pompiers sont venus au secours d'automobilistes coincés au bouchon de La Rochelle-La Palisse. Il fallait attendre 5 heures là en voiture, en plein soleil. Alors les pompiers ont apporté de l'eau et même des riverains compatissants ont arrosé les carrosseries avec les lances de leur jardin. On propose de trouver des bouchons de Bernard Abadi à Bordeaux. On va commencer la litanie sur la nationale 10 à Montbazon, 2 km. L'organisation spectaculaire de la présente société de classe entraîne deux conséquences partout reconnaissables. D'une part, la falsification généralisée des produits, aussi bien que des raisonnements. D'autre part, l'obligation, pour tous ceux qui prétendent y trouver leur bonheur, de se tenir toujours à grande distance de ce qu'ils affectent d'aimer. Car ils n'ont jamais les moyens, intellectuels ou autres, d'en venir à une connaissance directe et approfondie, une pratique complète et un goût authentique. Ce qui déjà est si apparent quand il s'agit de l'habitat, du vin, de la consommation culturelle ou de la libération des mœurs, doit être naturellement d'autant plus marqué quand il s'agit de la théorie révolutionnaire et du redoutable langage qu'elle tient sur un monde condamné. Cette falsification naïve et cette approbation incompétente, qui sont comme l'odeur spécifique du spectacle, n'ont donc pas manqué d'illustrer les commentaires, diversement incompréhensifs, qui ont répondu au film intitulé « La société du spectacle ». L'incompréhension dans ce cas s'impose pour encore quelque temps. Le spectacle est une misère bien plus qu'une conspiration, et ceux qui écrivent dans les journaux de notre époque ne nous ont rien dissimulé de leur intelligence. Ils emploient couramment tout ce qu'ils en ont. Que pourraient-ils dire de pertinent à propos d'un film qui attaque en bloc leurs habitudes et leurs idées, et qui les attaque au moment où eux-mêmes commencent à les sentir s'effondrer dans chaque détail? La débilité de leur réaction accompagne la décadence de leur monde. Ceux qui disent qu'ils aiment ce film ont aimé trop d'autres choses pour pouvoir l'aimer. Et ceux qui disent ne pas l'aimer ont eux aussi accepté trop d'autres choses pour que leur jugement ait le moindre poids. Qui regarde la pauvreté de leur vie comprend bien la pauvreté de leur discours. Il suffit de voir leurs décors et leurs occupations, leurs marchandises et leurs cérémonies, et cela est étalé partout. Il suffit d'entendre ces voix imbéciles qui vous disent ce que vous êtes devenus dans l'aliénation, et elles vous en informent avec mépris, à chaque heure qui s'y ajoute. Et puis, sur la nationale 9, il y a maintenant des bouchons pour les automobilistes qui remontent depuis Périac. Pour ceux qui remontent, il y a toujours 4 km de carrosserie non-stop sur une file. Quant au bouchon du Pertus, il ne fait qu'augmenter. Les vacanciers en souffrance s'étirent déjà sur 5 km. Je peux vous dire que sur cette nationale 10, tout se passe très bien, ainsi que sur la nationale 12 que nous avons survolée auparavant et que sur l'autoroute de l'Ouest. Donc tout va très bien sur l'Ouest de la région parisienne. Les seules difficultés qui subsistent sont sur l'autoroute du Sud. Je vous rappelle qu'il y a 2 bouchons, l'un un peu avant. Les spectateurs ne trouvent pas ce qu'ils désirent, ils désirent ce qu'ils trouvent. This is my favorite, the aroma. Now let us see about the right size. Huh? If you could choose a cigarette that suited you. Number 43. At a price that suited you, the chances are you'd end up smoking Senior Service Extra. Try one, sir.
Le spectacle n'abaisse pas les hommes jusqu'à s'en faire aimer, mais beaucoup sont payés pour faire semblant. Maintenant qu'ils ne peuvent plus aller jusqu'à assurer que cette société est pleinement satisfaisante, ils s'empressent d'abord de se dire insatisfaits de toute critique de ce qui existe. Tous les insatisfaits croient qu'ils méritaient mieux, mais s'imaginent-ils donc que l'on veut les convaincre? Croient-ils pouvoir parler en faisant oublier d'où ils parlent, eux, les locataires mal logés du territoire de l'approbation? Ce sera un sujet d'étonnement, dans un avenir plus libre et plus véridique, que des employés aux écritures du système du mensonge spectaculaire aient pu se croire qualifiés pour donner leur opinion et peser tranquillement le pour et le contre à propos d'un film qui est une négation du spectacle, comme si la dissolution de ce système était une affaire d'opinion. Leur système est maintenant attaqué dans la réalité, il se défend par la force. La fausse monnaie de leurs arguments n'a plus cours, et donc le chômage menace présentement un bon nombre des cadres de la falsification. Les plus tenaces parmi ces menteurs en déconfiture feignent encore de se demander si la société du spectacle existe bien effectivement ou si par hasard je n'en serais pas l'inventeur. Mais comme, depuis quelques années, la forêt de l'histoire s'est mise à marcher contre leur château de fausses cartes et continue en ce moment même à en resserrer l'investissement, presque tous ces commentateurs ont à présent la bassesse de saluer l'excellence de mon livre, comme s'ils étaient capables de le lire, et comme s'ils l'avaient accueilli avec un tel respect en 1967. Mais ils trouvent généralement que j'abuse de leur indulgence en portant ce livre à l'écran. Et le coup leur est d'autant plus pénible qu'ils n'avaient pas du tout imaginé qu'un tel excès était possible. Leur colère confirme que l'apparition d'une telle critique dans le cinéma les inquiète davantage que dans un livre. Là comme ailleurs, les voilà contraints de lutter en retraite, sur une deuxième ligne de défense. Beaucoup blâment ce film d'être difficile à comprendre. Selon quelques-uns, les images empêchent d'entendre les paroles, à moins que ce ne soit l'inverse. En disant que ce film les fatigue, et en érigeant fièrement leur fatigue particulière en critère général de la communication, ils voudraient d'abord donner l'impression qu'ils comprennent sans peine, qu'ils approuvent presque la même théorie quand elle est seulement exposée dans un livre. Et puis, ils cherchent à déguiser en un simple désaccord sur une conception du cinéma, ce qui est en vérité un conflit sur une conception de la société, et une guerre ouverte dans la société réelle. Mais pourquoi donc comprendraient-ils, mieux qu'un film qui les dépasse, tout le reste de ce qui leur échoit dans une société qui les a si parfaitement conditionnés à la fatigue mentale? Comment leur faiblesse se trouverait-elle en meilleure posture pour discerner, dans le bruit ininterrompu de tant de messages simultanés de la publicité ou du gouvernement, tous les grossiers sophismes qui tendent à leur faire accepter leur travail et leurs loisirs, la pensée du président Giscard et la saveur des amylacées? La difficulté n'est pas dans mon film, elle est dans leur tête prosternée. Aucun film n'est plus difficile que son époque. Par exemple, il y a des gens qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas que lorsque l'on a offert aux Français, selon une très vieille recette du pouvoir, un nouveau ministère appelé ministère de la qualité de la vie, c'était tout simplement, comme disait Machiavel, afin qu'ils conservassent au moins le nom de ce qu'ils avaient perdu. Il y a des gens qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas que la lutte des classes au Portugal a été d'abord et principalement dominée par l'affrontement direct entre les ouvriers révolutionnaires organisés en assemblées autonomes et la bureaucratie stalinienne enrichie de généraux en déroute. Ceux qui comprennent cela sont les mêmes qui peuvent comprendre mon film, et je ne fais pas de film pour ceux qui ne comprennent pas ou qui dissimulent cela. Si tous les commentaires proviennent de la même zone polluée par l'industrie spectaculaire,
Ils sont, comme les marchandises d'aujourd'hui, apparemment variés. Plusieurs ont affirmé qu'ils étaient enthousiasmés par ce film, et ils ont vainement essayé de dire pourquoi. Chaque fois que je me vois approuvé par des gens qui devraient être mes ennemis, je me demande quelle faute ils ont commise, eux, dans leur raisonnement. C'est généralement facile à trouver. Rencontrant une étrange quantité de nouveautés et une insolence qu'ils ne peuvent même pas comprendre, des consommateurs d'avant-garde, ici, cherchent à se rapprocher d'une approbation impossible en reconstruisant quelques belles étrangetés d'un lyrisme individuel qui n'était pas là. Ainsi, l'un veut admirer dans mon film un lyrisme de la rage. Un autre y a découvert que le passage d'une époque historique comportait une certaine mélancolie. D'autres, qui surestiment assurément les raffinements de la vie sociale actuelle, m'attribuent un certain dandysme. En tout ceci, cette vieille canaille d'époque poursuit sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas. La théorie critique qui accompagne la dissolution d'une société ne s'adonne pas à la rage, et moins encore aurait-elle à en exhiber la simple image. Elle comprend, décrit et s'emploie à précipiter un mouvement qui se déroule effectivement sous nos yeux. Quant à ceux qui nous présentent leur pseudo-rage comme une sorte de matériau artistique venu à la mode, on sait bien qu'ils ne cherchent par là qu'à compenser la souplesse, les compromises et les humiliations de leur vie réelle, en quoi des spectateurs n'auront pas de mal à s'identifier à eux. L'hostilité est naturellement plus grande chaque fois que s'expriment sur mon film ceux qui sont politiquement des réactionnaires. C'est ainsi qu'un apprenti bureaucrate veut bien approuver mon audace de faire un film politique, non pas en racontant une histoire, mais en filmant directement la théorie. Seulement, il n'aime pas du tout ma théorie. Il subodore que, sous l'apparence de la gauche sans concession, je glisserai plutôt vers la droite, et c'est parce que j'attaque systématiquement les hommes de la gauche unie. Voilà précisément les vocables exagérés dont ce crétin a plein la bouche. Quelle union, quelle gauche, quels hommes. Ce n'est bien notoirement que l'union des staliniens avec d'autres ennemis du prolétariat. Chacun des partenaires connaissant bien l'autre, ils trichent maladroitement entre eux et s'en accusent à grands cris chaque semaine. Mais ils espèrent pouvoir encore tricher fructueusement en commun contre toutes les initiatives révolutionnaires des travailleurs, pour maintenir, comme ils en conviennent eux-mêmes, l'essentiel du capitalisme s'ils n'arrivent pas à en sauver tous les détails. Ce sont les mêmes qui répriment au Portugal, comme naguère à Budapest, les grèves contre-révolutionnaires des ouvriers. Les mêmes qui aspirent à se faire compromettre historiquement en Italie. Les mêmes qui s'appelaient le gouvernement du Front populaire quand ils brisaient les grèves de 1936 et la Révolution espagnole. L'ordre, nous l'assurerons en amenant la classe ouvrière à comprendre que son devoir et son intérêt lui commandent d'entendre nos appels et de nous éviter d'avoir recours à des moyens de contrainte. Non, le Front populaire ne sera pas l'anarchie. Le Front populaire ne vivra. Le Front populaire ne vaincra que dans la mesure où il sera capable d'assurer l'ordre. Il faut que la classe ouvrière soit capable de comprendre que son devoir et son intérêt exigent qu'elle ne fasse rien qui dresse contre elle la classe moyenne ou la classe paysanne. Après-demain, en un cortège immense, s'uniront les trois couleurs de la nation et le drapeau rouge du travail. En ce 14 juillet, fête de la République, fête du prolétariat, nous demanderons au peuple de Paris de veiller sur sa victoire d'avril et de mai. Nous demanderons au peuple de France
de garder sa confiance au gouvernement qui ne vit que par lui, au gouvernement qui ne vit que pour lui et qui ne vaincra que dans la mesure où le peuple de France l'aidera à vaincre. La gauche unie n'est qu'une petite mystification défensive de la société spectaculaire, un cas particulier dont la vie est brève, parce que le système ne s'en sert qu'occasionnellement. Je ne l'ai évoqué qu'en passant dans mon film, mais, bien entendu, je l'attaque avec le mépris qu'elle mérite, comme depuis, nous l'avons attaquée au Portugal sur un plus beau et plus vaste terrain. Un journaliste proche de la même gauche, qui depuis a atteint une certaine notoriété en se justifiant d'avoir publié un invraisemblable faux document parce que c'est ainsi qu'il conçoit la liberté de la presse, est aussi lourdement falsificateur quand il insinue que je n'aurais pas attaqué les bureaucrates de Pékin aussi nettement que les autres classes dominantes. Il déplore en outre qu'un esprit de ma qualité se contente d'un cinéma de ghetto, que les foules auront peu l'occasion de voir. L'argument ne me convaincra pas. Je préfère rester dans l'ombre avec ces foules plutôt que de consentir à les haranguer dans l'éclairage artificiel que manipulent leurs hypnotiseurs. Un autre jésuite aussi peu doué feint, au contraire, de se demander si dénoncer publiquement le spectacle ne serait pas déjà entrer dans le spectacle. On voit bien ce que voudrait obtenir ce purisme si extraordinaire dans un journal, que personne ne paraisse jamais dans le spectacle en ennemi. Ceux qui n'ont même pas à perdre un poste subalterne dans la société spectaculaire, mais seulement leur ambitieuse espérance d'y constituer un de ces jours la plus juvénile relève, ont manifesté plus franchement et plus furieusement leur mécontentement, et même de la jalousie. Un anonyme très représentatif a longuement exposé les thèses du plus récent conformisme à leur place naturelle, c'est-à-dire dans l'hebdomadaire des comiques troupiers de l'électorat mitterrandiste. L'anonyme trouve qu'il eût été très bien de filmer mon livre en 1967, mais qu'en 1973, il était trop tard. Il en donne pour preuve le fait qu'il lui paraît urgent que l'on cesse désormais de parler de tout ce qu'il ignore, Marx, Hegel, les livres en général parce qu'ils ne peuvent être un instrument adéquat d'émancipation, tout emploi du cinéma puisque ce n'est que du cinéma, la théorie encore plus que le reste, et l'histoire elle-même, dont il se réjouit d'être anonymement sorti. Une pensée si décomposée n'a pu évidemment suinter que des murs désolés de Vincennes. De mémoire d'étudiants de Vincennes, on n'a jamais vu naître une théorie. Et c'est bien là que l'on préconise, au moins provisoirement paraît-il, l'anti-théorie. Qu'aurait-il d'autre à vendre contre une place de maître assistant dans la néo-université? Non qu'il s'en contente, le plus démuni des candidats récupérateurs, allant aujourd'hui tirer partout les sonnettes pour être au moins directeur de collection chez un éditeur et si possible metteur en scène. L'anonyme d'ailleurs ne cache pas qu'il m'envie les gains à ses yeux fastueux du cinéma. On peut donc être assuré qu'aucune de ces antithéories n'atteindra facilement le silence qui est son seul authentique accomplissement, parce qu'alors ses porteurs ne seraient plus que des salariés sans qualification. L'anonyme en effet abat son jeu à la fin. L'imposteur n'avait souhaité dissoudre l'histoire que pour en élire une autre. Il voulait désigner les penseurs de l'avenir, et cette tête de mort avance froidement les noms de Lyotard, Castoriadis et autres ramasse-miettes à la traîne, c'est-à-dire des gens qui avaient jeté tout leur feu il y a plus de 15 ans, sans parvenir à beaucoup éblouir leur siècle. Their civilization disappeared. All that remains is iced tea. Aucun perdant n'aime l'histoire. Et d'autre part, quand on nie l'histoire en famille, pourquoi le carriérisme le plus résolument novateur serait-il gêné de se raccrocher à des quinquagénaires récupérés? Pourquoi verrait-on qu'il est contradictoire de se donner pour un anonyme
qui a tellement muté après 1968 et d'avouer que l'on n'en est même pas encore arrivé à mépriser les professeurs. Cet anonyme a tout de même le mérite d'avoir illustré mieux que les autres l'ineptie de la réflexion anti-historique dont il se réclame, comme les intentions réelles de ce faux mépris que les impuissants opposent à la réalité. En postulant qu'il était trop tard pour entreprendre une adaptation cinématographique de La Société du spectacle 6 ans après la parution de ce livre, il néglige d'abord le fait qu'il n'y a sans doute pas eu 3 livres de critique sociale aussi importants dans les 100 dernières années. Il veut oublier en outre que j'avais écrit moi-même le livre. Tout terme de comparaison manque pour évaluer si j'ai été plutôt lent ou plutôt rapide, puisqu'il est patent que les meilleurs de mes devanciers ne disposaient pas du cinéma. De sorte que, je l'avoue, j'ai trouvé très bon d'être le premier à réaliser cette sorte d'exploit. Les défenseurs du spectacle en viendront à reconnaître ce nouvel emploi du cinéma aussi lentement qu'ils en sont venus à reconnaître le fait qu'une nouvelle époque de la contestation révolutionnaire sape leur société. Mais ils seront contraints de le reconnaître aussi inévitablement. En suivant le même cheminement, d'abord ils se taisent, ensuite ils parlent à côté du sujet. Les commentateurs de mon film en sont à ce stade. Les spécialistes du cinéma ont dit qu'il y avait là une mauvaise politique révolutionnaire. Et les politiques de toutes les gauches illusionnistes ont dit que c'était du mauvais cinéma. Mais quand on est à la fois révolutionnaire et cinéaste, on démontre aisément que leur aigreur générale découle de cette évidence que le film en question est la critique exacte de la société qu'ils ne savent pas combattre et un premier exemple du cinéma qu'ils ne savent pas faire.